Bonsoir à tous, bienvenue pour ce live spécial organisé par ProConta. Donc pour vous, peut-être les étudiants qui réfléchissaient à vous inscrire chez nous pour passer notamment l'UE10 comptabilité approfondie. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien ce soir. Donc voilà, on commence en fin de journée parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous travaillez et donc évidemment les journées sont longues, mais rassurez-vous, on finira pas à minuit non plus. L'objectif ici, c'est de vous présenter un petit peu la formation que l'on a mise en place, en particulier pour l'UE10, même si vous verrez que un certain nombre des éléments que je présente sont, je dirais, font preuve d'une certaine transversalité par rapport à d'autres yeux. Mais donc concrètement, l'objectif de ce soir, c'est vraiment de vous présenter cette UE, de vous expliquer quels en sont les tenants et les aboutissants, quelles en sont les difficultés. Et c'est aussi, au fond, de, pendant quelques minutes, vous montrer la pédagogie que j'essaie de mettre en place lorsque je forme chaque année les étudiants qui passent cette UE. Donc, en tout cas, vous savez, nous sommes en direct sur le chat Facebook. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question qui vous vient à l'esprit, écrivez-la. J'ai toujours un œil sur vous et un œil sur le chat. Donc, si voilà, il y a s'il y a une idée qui vous vient à l'esprit, surtout, donc n'hésitez pas à y répondre. D'accord? Enfin, plutôt à profiter du chat pour poser la question et moi, je n'hésiterai pas à y répondre, bien évidemment. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, mais si je vois une question, qui appelle une réponse pertinente, j'essaierai de le faire, de ce pas. Donc en tout cas, ce qui m'intéresserait là, voilà, vous qui, me regardez, c'est que vous me disiez pendant que je parle sur le chat, en quelle est votre situation? Dire, est-ce que vous êtes un étudiant? Est-ce que vous êtes un professionnel de la comptabilité? Est-ce que vous avez déjà passé l'UE10? Est-ce qu'au contraire, c'est la première fois que vous la passez? Voilà, tout élément qui pourrait, m'aider aussi à cerner, je dirais, votre personnalité et le public de ce soir est toujours intéressant pour moi. Donc encore une fois, c'est tout l'intérêt de faire ces éléments en direct. Donc je vous propose tout de suite de passer donc à la présentation que j'ai conçue pour vous ce soir, la présentation de l'UE10 et bien évidemment des CG 2023. Donc si vous êtes la première personne à vous signaler, donc effectivement vous êtes candidat libre, donc bah, écoutez, très bien. Le but aussi c'est de vous montrer quels sont les points que vous devez particulièrement travailler pour vous préparer en tant que candidat libre à cette UE qui, on va le voir, l'une des UE quand même les plus difficiles ou en tout cas les moins bien réussis du DCG avec le contrôle de gestion qui sont deux matières assez redoutées. Donc Mélanie, vous dites que vous êtes candidate libre donc aussi la première fois, d'accord, première fois que vous le passez, parfait. Elodie, vous travaillez à la DGFiP, très bien, puisque voilà, c'est quelque chose que je connais bien, puisque je forme moi-même des futurs fonctionnaires donc voilà, dans une autre prépa qui forme spécifiquement ce type de profil. Donc voilà, bah, écoutez, je vous salue. Et donc, vous souhaitez passer le DCG là aussi en candidat libre. Ina, vous êtes en cabinet, donc je suppose en cabinet d'expertise comptable, je suppose que c'est ce que vous voulez dire. Et vous passez également l'UE10 première fois. Ok, bah, il y a pas mal de premières fois ce soir, donc c'est intéressant. Et concrètement, vous verrez bien ce que peut vous apporter éventuellement le fait d'être suivi, parce que vous allez voir que au-delà évidemment des pures notions, il y a aussi un suivi qu'on essaie de mettre en place pour vous accompagner jusqu'à la réussite et qui prend, je crois, une forme assez intéressante, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Je vais d'abord donc vous parler de l'UE10. Alors, j'imagine, si vous la passez, que vous ne partez pas de zéro, vous vous êtes déjà renseigné, vous avez une idée de ce qu'il peut y avoir dedans, mais moi je vais essayer de vous apporter quelques éléments qui vont permettre peut-être de vous donner une idée plus claire sur ce que l'on attend de vous. Alors Sandrine, vous êtes collaboratrice comptable dans un cabinet d'expertise comptable et vous le passez pour la première fois également. Et enfin, Jules, donc vous êtes passé en candidat libre, vous aviez obtenu 5,75. Donc, bon, a priori, c'est que vous pouviez mieux faire et en tout cas, c'est le but ici de vous donner quelques conseils pour voir comment mieux faire. Mais enfin, dans tous les cas, vous avez l'occasion de le passer autant de fois que vous voulez, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, l'important, sachez-le, c'est que ce que je vous présente ce soir, vous pourrez le télécharger. Donc, ça ne sert à rien de prendre des notes. Je vous encourage vraiment à simplement écouter et voilà, vous laisser porter par le flow. Et encore une fois, s'il y a une question qui vous vient à l'esprit, surtout n'hésitez pas à me la poser. Donc, commençons par une présentation très générale de l'épreuve. Vous le savez sans doute, puisque c'est assez classique maintenant au DCG, l'épreuve se compose de 3 thèmes distincts, très exceptionnellement 4, mais généralement quand il y en a eu 4, c'est qu'il y en avait un qui était au choix. Mais donc l'épreuve se compose de 3 thèmes distincts parmi les thèmes suivants. Alors j'ai mis parmi, j'en ai listé pas mal. Vous avez compris, je vous ai mis ici les thèmes qui tombent le plus souvent. Vous avez vraiment le thème majeur, c'est l'amortissement des immobilisations. Je ne sais pas si ça tombe chaque année, mais presque, au moins 3 années sur 4, vous avez un élément sur l'amortissement.
la question des variations de capital et en particulier les augmentations, même si les réductions de capital sont au programme, mais c'est extrêmement rare, c'est plutôt les augmentations de capital, l'affectation du résultat, là aussi qui est un thème assez classique, les modes de calcul de stock, les quotas d'émission parce que ça fait partie des éléments un peu plus récents, donc comment on traite la question des quotas de gaz à effet de serre. Vous avez dans le programme les comptabilités spécifiques, même si, pour être franc, ça fait assez longtemps que c'est pas tombé. Alors les comptabilités spécifiques, c'est-à-dire celles des professions libérales, des GIE, des associations, ça fait quelques années maintenant que ça n'est pas tombé, mais c'est toujours au programme. Et puis vous avez là aussi, il y a beaucoup de questions qui tombent autour de ça, les problématiques de contrôle et de conseil, et donc connaître les différents métiers, les différentes professions comptables, et aussi la question de la normalisation comptable. Vous le savez maintenant depuis plusieurs années, il n'y a plus le thème de la consolidation parce qu'il a été complètement basculé au DSCG. Donc voilà, vous n'aurez éventuellement que quelques questions très générales là-dessus, mais aucune écriture qui serait liée à la question de la consolidation des comptes. Donc ici, je ne prétends pas être exhaustif, il y a évidemment d'autres thèmes, mais concrètement, ceux-ci forment à mon avis le corpus, le noyau dur des thèmes qui tombent la plupart du temps, ne serait-ce que par simple récurrence statistique. Alors Hérode, vous dites, je suis en formation, DCG à distance, je repasse l'UE9 et 10. D'accord, vous repassez l'UE9 et vous passez l'UE10 pour la première fois. D'accord, c'est une bonne façon de faire parce qu'effectivement, il y a clairement une continuité entre l'UE10 et l'UE9. Personnellement, j'enseigne les deux. On voit bien que c'est un programme qui est quand même très commun. Enfin, en réalité, c'est presque une seule matière. C'est simplement qu'elle est tellement vaste qu'ils en ont fait deux yeux. Alors, vous savez bien qu'il y a deux types de questions. Les questions que j'appelle de calcul-écriture et les questions de cours. Alors, en sachant que c'est toujours, en réalité, vous avez dans chaque dossier, vous avez en règle générale entre 4 et 6 questions. Vous avez une ou deux questions de connaissances et vous avez ensuite les questions qui portent sur un cas pratique. Alors, vous le savez d'ailleurs, plusieurs éléments à dire. C'est qu'il n'y a pas de calculatrice le jour du concours, ce qui est à mon avis une aide. Parce que d'abord, c'est du calcul mental, mais enfin, franchement assez simple. La plupart du temps, c'est des divisions par 2 ou par 4. Et surtout, ça veut dire que vous avez des résultats qui tombent justes. Et ça, c'est quand même un truc très important parce que dans la manière dont les sujets sont faits, vous avez parfois évidemment des additions et des soustractions à faire. Et selon la manière dont vous les faites, comme il va y avoir souvent des questions de prorata temporis, c'est-à-dire le fait que certains calculs nécessitent de tenir compte simplement d'une fraction d'année, et bien rapidement, quand vous avez un nombre un peu complexe, derrière, quand vous divisez par 2 ou par 4, ça devient facilement ingérable. Donc en fait, si vous en arrivez là, c'est probablement que vous vous êtes trompé sur l'un des calculs. Donc moi, je trouve que le fait de ne pas avoir droit à la calculatrice est une bonne chose. Bon, philosophiquement, je pense que c'est une bonne chose, mais au-delà de ça, je crois que c'est vraiment une aide parce qu'encore une fois, dites-vous bien que si le calcul devient trop complexe, c'est très probablement parce qu'à un moment donné, vous avez mal compris quelque chose, vous avez fait une erreur quelque part. Donc ça permet en fait d'avoir une bonne intuition de à partir de quel moment on a pu probablement se tromper. Pour ce qui est des questions de connaissances, alors vraiment, ce sont des questions qui portent, c'est un peu toujours les mêmes. Vous avez des questions de définition. Par exemple, je crois les avoir listées d'ailleurs un peu plus loin, mais des questions sur qu'est-ce qu'un actif, un passif, qu'est-ce que l'amortissement, qu'est-ce qu'une charge décaissée, je ne sais pas moi, par exemple, quelles sont les méthodes de référence, vous voyez. Donc vous avez vraiment, c'est des questions très classiques qui tombent année après année, donc il n'y en a pas non plus une cinquantaine, il y en a quelques-unes, il y en a, je pense qu'il y a à peu près, allez, disons 25 à 30 questions de cours, qui sont ensuite assez faciles d'ailleurs une fois qu'on pratique la comptabilité et qui sont des questions avec des points à mon avis facilement gagnés. Donc je vous l'ai dit, particularité, pas de calculatrice autorisée. Je crois que c'est la seule UE calculatoire dans laquelle il n'y a pas de calculatrice puisque je crois que l'UE9, vous avez le droit, il me semble, et puis pour la finance également. Je continue. Alors regardons d'abord un petit focus sur les résultats. Donc vous le savez, l'UE10 pardon, fait partie de celles qui sont traditionnellement les moins bien réussies. Vous voyez que souvent la courbe verte, on la voit, elle est inférieure aux autres. J'ai pris les statistiques depuis 2017, mais si on remontait encore plus avant, c'est toujours le cas. Alors Siam, vous avez dit non, pas l'UE9 non plus, pas de calculatrice à l'UE9, d'accord, je ne me rappelle plus. J'avais un doute, mais parce que moi je forme, quand je fais des sujets, je fais exprès qu'on doive utiliser la calculatrice justement pour ne pas pouvoir céder. Je ne me rappelle plus que l'UE9, il n'y avait pas non plus calculatrice. Donc concrètement, donc pour l'UE10, encore une fois, vous le voyez, je le répète, ça fait partie des UE traditionnellement les moins bien réussis. Alors, commentaire du jury. C'est toujours important d'avoir les commentaires du jury pour avoir une idée de ce qui intéresse particulièrement le jury. D'abord,
le jury met l'accent sur le fait qu'il y a eu, donc je vous l'ai dit, une rénovation du DCG il y a à peine quelques petites années et donc qui met l'accent pardon, sur l'acquisition des connaissances et notamment celles qui relèvent de l'analyse. Et donc concrètement, on vous dit qu'au niveau du barème, les questions qui relèvent de la technicité comptable pèsent autant que celles qui relèvent de l'analyse. En fait, il faut voir la question au sens inverse. C'est que maintenant, l'analyse pèse quasiment autant, si ce n'est plus, que la technicité comptable. Ce qui veut bien dire que les, les concepteurs du DCG savent bien que de toute façon aujourd'hui, il y a de plus en plus de logiciels, de plus en plus automatiques, de plus en plus performants, qui finalement mettent quasiment au second plan la nécessité de savoir passer exactement une écriture. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même, parce qu'il faut savoir ce qu'on manipule. Mais vous avez de plus en plus de questions qui portent sur le pourquoi on passe telle ou telle écriture. Donc c'est non pas le comment on la passe, mais le pourquoi on la passe. Par exemple, si vous devez passer une régularisation de charges ou produits à la fin de l'exercice, ça fait par exemple une charge constatée d'avance. On va vous dire, bon, très bien, passez l'écriture, mais surtout, on va vous dire pourquoi, au nom de quel principe. Est-ce qu'il y a des dérogations à ce principe? Est-ce que ce principe dont vous êtes en train de parler n'est-il pas en contradiction avec un autre principe? Vous voyez, c'est vraiment les questions d'analyse. Donc, ça suppose d'avoir, au-delà de la simple connaissance des écritures, il faut avoir vraiment la compréhension des écritures. Et donc, moi, c'est mon rôle en tant que formateur, c'est de former des gens qui savent autant passer une écriture que comprendre pourquoi ils doivent passer telle ou telle écriture. Donc cette inflexion doit avoir, dit le jury, des conséquences sur la préparation du candidat, évidemment, qui doit donc maîtriser à la fois la technique comptable, mais donc être capable de justifier une écriture comptable, de la commenter ou d'analyser des données comptables. Et donc ça, vous allez voir, on fera quelques petits exemples où je vous montre encore une fois la manière dont moi je présente les éléments, et ça vous permettra aussi de tester en quelque sorte la pédagogie que je mets en place. Alors justement, faisons quelques rappels fondamentaux. Vous allez voir, ces rappels fondamentaux, surtout si vous êtes un professionnel de la comptabilité, certains ce soir me l'ont dit sur le chat que c'est le cas, ça peut vous sembler peut-être basique, mais en réalité, je me suis rendu compte avec l'expérience que les professionnels de la comptabilité ne sont pas toujours ceux qui réussissent le mieux l'UE9 ou l'UE10. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on a beaucoup d'expérience, la technicité comptable, on l'a généralement. Sauf qu'au bout d'un moment, comme on n'est plus dans l'apprentissage et non plus dans la remise en question, mais simplement dans la répétition, on finit par oublier les fondamentaux qui expliquent le pourquoi on fait telle ou telle chose. Et moi, il m'arrive régulièrement, régulièrement d'avoir des étudiants qui finalement savent passer une écriture d'achat, mais ils ne savent même pas pourquoi, par exemple, un compte de charge est au débit, ou alors pourquoi une dette va être au crédit. Vous voyez? C'est parce qu'en fait, ils ont oublié ou ils n'ont jamais su, je ne sais pas, les raisons qui structurent, qui expliquent la structure de la comptabilité. Et donc moi, quand je commence, que ce soit l'UE9 ou l'UE10, je commence vraiment par évoquer le pourquoi on passe telle écriture et le comment elle se structure. Vous voyez, pour faire le lien entre le bilan, le compte de résultat et le journal. Et je fais vraiment cette approche transversale, surtout pour les premiers cours, pour bien comprendre. Alors, Narcisse, quand vous dites, est-ce que vous parlez des principes comptables? Alors, je ne sais pas si vous parlez de ce soir ou de manière générale dans la formation, mais évidemment que dans le cadre de la formation, dans toutes les fiches et les vidéos que j'ai tournées pour cette UE10, il y a évidemment la question des principes comptables parce qu'il y a beaucoup de questions qui tombent là-dessus. Donc, comment appréhender la comptabilité? Donc, je vous dis, essayons de réfléchir à cette approche transversale qui permet de lier le bilan, le compte de résultat et la notion de débit-crédit dans un journal. Bon, d'abord, vous le savez sans doute si vous êtes là, vous savez que la comptabilité repose, donc c'est un système d'information qui d'abord, je le rappelle, permet d'enregistrer les flux entre l'organisation et son environnement. Ce qu'on appelle son environnement, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, l'État, les banques, etc. Donc finalement, l'ensemble des parties prenantes. Donc ce qu'on appelle comptabilité, c'est un système structuré d'enregistrement des flux entre une entreprise, entre une organisation et ses parties prenantes. Et donc évidemment, dès l'instant où on parle de comptabilité, c'est qu'il y a une structure comptable. Et notamment, tous les comptes sont enregistrés dans une nomenclature, celle du PCG, qui numérote, vous le savez, chaque compte avec un identifiant particulier. Et donc le bilan, ce sont tous les comptes de la classe 1 à 5, alors que le compte de résultat, ce sont tous les comptes 6 et 7. Ça vous semble évident, mais parfois,
Ce qui l'est moins, c'est de déterminer dans le cadre d'une opération si, par exemple, ce que l'on est en train d'enregistrer, est-ce que ça va être une charge ou est-ce que ça va être un actif? Bah, c'est tout bête, mais typiquement, il y a beaucoup de questions qui tombent là-dessus. Parce que quand vous parlez des dépenses de recherche et développement, quand vous parlez des dépenses de conception d'un logiciel, etc., qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif? Qu'est-ce qu'on passe en charge? Donc finalement, ça a une influence de bien connaître la différence parce que ce que l'on va pouvoir mettre à l'actif, ça répond à certains critères, critères qu'il faut connaître, et critères d'ailleurs sur lesquels vous êtes régulièrement interrogé dans le cadre du DCG. Et donc, mieux on connaît les critères, mieux on sait et plus on sait si on doit justement utiliser plutôt un compte de charge ou plutôt un compte d'actif. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour vous dire que se rappeler les fondamentaux, ça aide justement à défricher le terrain d'un certain nombre d'écritures. À partir de là, j'écris généralement 2 règles fondamentales. Ces 2 règles fondamentales que j'inculque à tous les étudiants que j'ai en comptabilité, elles sont pour moi fondamentales parce qu'elles sont communes à 100 des écritures. Il n'y a aucune exception. Toutes les écritures de comptabilité s'inscrivent dans le respect, dans l'application de ces 2 règles fondamentales. La première règle s'appelle la règle d'équilibre du bilan. Vous le savez, le bilan, vous le savez sans doute, un bilan, ça représente le patrimoine d'une entité à un instant donné. Généralement le 31 décembre d'une année, mais pas toujours. Et donc je répète qu'un bilan, c'est une image du patrimoine. Donc ça veut dire que cela va montrer ses actifs et son passif. Son passif, en gros, ce sont toutes les ressources que l'organisation va utiliser, l'argent apporté par les actionnaires, l'argent apporté par les banques, entre autres. Et en face, l'actif, c'est tout ce que l'organisation va faire de ces ressources. On va retrouver l'actif immobilisé, c'est-à-dire tous les investissements de long terme de l'entreprise. On va trouver l'actif circulant, avec les stocks, avec les créances clients. Et puis tout en bas de l'actif circulant, on va retrouver la trésorerie. Donc, par définition, un bilan est équilibré parce que toutes les ressources que possède l'organisation sont bien utilisées quelque part, et je dirais au pire, si elles ne sont pas directement utilisées, elles sont dans la trésorerie, donc en bas de l'actif. Donc on a très logiquement cette concordance et cet équilibre du bilan qui est toujours vérifié. Et donc quand on l'écrit sous forme d'équation, eh bien on va avoir actif immobilisé plus actif circulant qui est égal à la somme des capitaux propres et des dettes. Et donc c'est tout bête, mais puisque le bilan est toujours équilibré d'une part, et que toutes les écritures comptables ont pour conséquence de préserver cet équilibre du bilan, alors ça veut dire que toute écriture comptable est équilibrée. Là aussi, ça peut vous sembler évident. D'abord, ça n'est pas pour tous, parce que parmi vous ce soir, il n'y a pas que des professionnels de la comptabilité. Mais là aussi, ça nous guide quand on passe des écritures. Parce qu'il m'arrive parfois de tomber sur des cas un peu nouveaux, et finalement, je me réfère à cette première règle, puis après la deuxième, absolument fondamentale, pour réfléchir à la logique de ce que je suis en train de passer. D'accord? Est-ce que ce que je suis en train de passer me montre bien, me garantit bien l'équilibre du bilan? Et puis évidemment, quand on apprend à faire de la comptabilité, on apprend à positionner les comptes dans ce bilan. Par exemple, si j'ai un compte de la classe 2, eh bien, je sais que c'est un actif immobilisé, donc je vais le mettre dans le bon endroit de mon équilibre du bilan. Si je sais que c'est un compte de la classe 4 comme le 401, c'est une dette. Mais la question, c'est est-ce que je vais avoir une dette en plus ou en moins? Ben, je sais par exemple que le jour où j'achète des marchandises, mais que je ne les paye pas encore, je vais avoir une dette en plus. Donc dans ma règle d'équilibre du bilan, je vais inscrire le montant de la dette et en mettant un plus. Donc ça fait augmenter la partie droite de mon équation. Donc je sais qu'en face, je vais devoir avoir le même montant ou alors une baisse équivalente dans un autre passif. Quand, je sais pas moi, quand je règle une dette justement, ben je sais que de l'argent va sortir de mon compte banque, donc ça va faire baisser l'actif circulant. Et en même temps, puisque je règle ma dette, mes dettes vont baisser, donc je vais avoir aussi un moins du côté des dettes. Et donc, vous voyez, avant de passer l'écriture, quand on n'a pas l'habitude, il faut vraiment positionner les comptes sur cette équation d'équilibre. Ça permet de voir si on ne s'est pas trompé. Enfin, ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est que qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est qu'au bout en fait, je veux simplement vous dire que cette règle d'équilibre, elle est vraiment utile quand on
apprend de nouvelles écritures. C'est comme une béquille. Au bout d'un moment, on apprend à s'en passer, mais au début, il faut vraiment la répéter jusqu'à ce que ça devienne vraiment une seconde nature. Une dernière petite remarque, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand vous prenez les comptes 6 et 7, c'est-à-dire les comptes qui sont dans le compte de résultat, vous allez dire, mais les comptes 6 et 7, par définition, ne sont pas dans le bilan. Ça n'empêche pas d'utiliser la règle d'équilibre. Parce que n'oubliez pas que le résultat, il est dans les capitaux propres. Et vous voyez là, typiquement, d'expérience, si je posais la question sur le chat et je disais, mais pourquoi le résultat net est dans les capitaux propres? Eh bien, après tout, je vais poser la question. Dites-moi sur le chat ce que vous en pensez. Pourquoi, d'après vous, le résultat net se situe dans les capitaux propres? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Il y a un petit décalage temporel entre vous et moi, pas d'inquiétude. Donc, je vous laisse répondre et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je répète bien ma question. Pourquoi est-ce que le résultat net se situe dans les capitaux propres du bilan? Donc, vous êtes nombreux ce soir, effectivement, sur le chat. J'en suis ravi. Et donc, voilà, comme ça, je vais essayer de lire les réponses les unes après les autres. Alors, vous dites, Vine, ça a un impact sur le capital. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact sur le capital. Mais pourquoi est-ce qu'on va mettre le résultat net dans les capitaux propres directement? Vous dites, Elisabeth, en fonction du résultat, il peut être mis en réserve. Oui, mais ça ne répond pas tout à fait à la question juridique, en fait. Le résultat va soit permettre de bénéficier des bénéfices. Alors, Narcisse, quand vous dites va permettre d'avoir des bénéfices, non, le résultat est un bénéfice, ou une perte éventuellement, mais ça ne permet pas d'avoir des bénéfices. Le résultat est un bénéfice. Alors, si vous dites parce que c'est une richesse pour l'entreprise, c'est trop ambivalent. Quand vous dites c'est une somme qui va être affectée ou distribuée, oui, c'est vrai, mais ça n'explique pas finalement pourquoi juridiquement ça appartient aux capitaux propres. Donc, vous voyez, typiquement, voilà exactement le genre de question qui permet de remettre en cause ce que l'on croit savoir, parce que la plupart, vous me parlez des dividendes, mais en fait, vous ne m'expliquez pas pourquoi c'est dans les capitaux propres. Ce n'est pas une question de dividende, parce qu'une entreprise qui ne verse pas de dividendes, ce sera quand même dans les capitaux propres. Et quand Oussam vous dites c'est une ressource financière que possède l'entreprise, mais en fait, l'entreprise, ça n'existe pas. C'est une entité, c'est une fiction, mais ça n'existe pas en tant que telle. Et quand vous dites c'est une ressource financière, mais la dette aussi est une ressource financière, et ce n'est pas des capitaux propres. Et donc pareil pour Adeline, bon, je ne vais pas vous refaire tout le truc, mais en fait non. La réponse juridique, c'est parce que le résultat net appartient aux actionnaire et c'est la seule et bonne réponse. Ce n'est pas une question d'affectation de quoi que ce soit. C'est parce que le résultat net, juridiquement, appartient aux propriétaires de l'entité et que la rubrique capitaux propres, c'est justement la valeur comptable pour les actionnaires, pour les propriétaires. Donc, je vais en faire une comme ça, c'est le résultat, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de petites questions qui permettent vraiment de comprendre ce que l'on est en train de faire en faisant toujours le lien avec le droit. Parce qu'il faut bien comprendre que la comptabilité, c'est du droit. Les opérations comptables que l'on passe sont toujours en lien avec des éléments juridiques. Et c'est normal, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le bilan d'une entreprise, c'est son actif, son passif, mais c'est son patrimoine. Et le patrimoine, c'est une notion juridique, voyez? Donc en fait, fondamentalement, c'est pas parce que c'est une ressource, c'est pas parce que c'est du long terme, c'est pas tout ça. C'est d'abord et avant tout parce que ça appartient juridiquement au propriétaire de l'entité. Et voyez, autre élément, je ne vous pose pas ici la question, mais c'est pour vous montrer une idée. C'est, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'un emprunt bancaire, c'est un compte de la classe 1, parce que c'est le 164, alors qu'un concours bancaire courant, c'est par exemple c'est un compte de la classe 5? Ben, parce qu'en réalité, là aussi, c'est une notion juridique. C'est parce qu'un emprunt bancaire classique, c'est un contrat que l'on signe, un contrat de prêt, pour plusieurs années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, jusqu'à 7 ans, je crois, au maximum pour une entreprise. Donc, c'est du long terme. Or, un concours bancaire courant, c'est une dette de court terme. Or, là encore, le bilan, il est une structure spécifique
qui est qu'en gros, quand vous lisez de haut en bas, ça va du long terme vers le court terme. Donc voilà pourquoi les éléments de la classe 1, c'est du capital. Ce n'est pas des capitaux propres, hein, mais c'est du capital parce que c'est du long terme, alors que les prêts, les emprunts de court terme, on va les retrouver dans la compte de la classe 5 qui sont tout en bas du bilan. Vous voyez, voilà 2 exemples parmi beaucoup d'autres qui permettent de mieux comprendre pourquoi tel élément est utilisé à tel endroit, pourquoi c'est un compte de capital ou pas de capital, etc., etc. Bon. Donc, première règle fondamentale, c'était celle-ci, la règle d'équilibre du bilan. Et donc, je répète que tant que vous êtes en découverte de la comptabilité, d'ailleurs même quand vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous en servir pour positionner les comptes, les montants, pour vérifier que vos écritures sont équilibrées. Deuxième règle fondamentale, c'est la règle dite de concordance. C'est celle qui permet de faire le lien entre les notions d'actif-passif et de débit-crédit. Regardez comment fonctionne mon tableau. L'idée est la suivante. Toute augmentation d'un actif, tout compte qui va faire augmenter l'actif, sera enregistré au débit. Par exemple, on fait l'acquisition d'une immobilisation. Une immobilisation, c'est un actif de long terme, c'est un compte de la classe 2. Donc, ça veut dire que quand je vais acquérir cette immobilisation, je vais augmenter mon actif. Pourquoi? Parce qu'avant, encore une fois, c'est du droit. Avant, je ne possédais pas cette machine, on va dire que c'est une machine. Avant, je ne la possédais pas. Maintenant, je la possède. Donc, dans mon bilan, il y a bien quelque chose en plus. Et bien, comme c'est à l'actif, puisque c'est un emploi, c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on possède. Donc, comme c'est quelque chose en plus, ça fait augmenter l'actif. Donc, je sais que quand j'acquiers l'immobilisation, mon compte d'immobilisation, mon compte de la classe 2, sera forcément au débit, d'après la règle de concordance. Autre cas, imaginez que vous achetez des marchandises, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais que contrairement, vous ne les payez pas tout de suite. Donc, vous achetez des marchandises, vous ne les payez pas tout de suite, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une augmentation des dettes. Donc, une augmentation du passif. Donc, d'après la règle de concordance, je sais que cette nouvelle dette sera à inscrire au crédit. Et donc, je le répète que toutes les écritures comptables, sans la moindre exception, répondent à ces 2 règles fondamentales. Donc, ça veut dire que quand on n'a pas l'habitude, il faut vraiment se forcer à se poser la question en termes de droit, en disant est-ce que c'est une dette en plus ou en moins? Est-ce que c'est un actif qu'on possède en plus ou en moins? Est-ce que, je ne sais pas moi, c'est le résultat? Ben, ça fait augmenter mon passif. Donc, je sais que quand je vais passer l'écriture d'affectation du résultat, il va y avoir des trucs au crédit, au débit. Enfin, même la question de la TVA. Quand par exemple j'ai de la TVA collectée, je sais que je la dois à l'État, donc c'est une dette en plus. Voilà pourquoi la TVA collectée est au débit, etc. Sauf pendant la déclaration de TVA où justement je vais venir la réduire. Enfin, toutes ces logiques-là, quand on a un petit peu l'habitude d'utiliser ces règles, ça permet de donc beaucoup, beaucoup mieux comprendre. D'accord? Et je répète, même quand on est un professionnel de la comptabilité, j'ai envie même de dire surtout quand on est un professionnel de la comptabilité, il faut vraiment se forcer à avoir en tête ces 2 règles de concordance pour faciliter l'apprentissage des éléments nouveaux. Alors, il y a quelques règles annexes, mais qui pour moi sont des règles, je les ai mis annexes parce que ça vaut pour beaucoup d'écritures, mais pas forcément toutes. Alors Narcisse, quand vous dites par rapport à la rémunération du personnel, vous pouvez faire ce raisonnement. Bien sûr, parce que par exemple, quand vous faites la déclaration des salaires, la déclaration, ça veut dire que d'un côté, vous allez enregistrer les charges, donc c'est l'impact sur le résultat, et de l'autre, vous allez enregistrer les dettes. Parce que quand vous déclarez vos salaires, ça veut dire que vous reconnaissez que vous avez une dette envers vos salariés et l'État, la sécurité sociale. Donc quand vous faites la déclaration, les comptes de charges, pourquoi sont-ils au débit? Parce que la charge fait baisser le résultat, que le résultat est dans les capitaux propres, que les capitaux propres sont au passif. Donc, cette charge en plus fait baisser mon passif. Une baisse du passif, c'est au débit. Inversement, je vais reconnaître l'existence d'une nouvelle dette envers mes salariés et l'État. Nouvelle dette, c'est donc une augmentation du passif, donc c'est au crédit. Donc n'importe quelle écriture correspond à cette logique. Donc qu'est-ce que j'ai mis comme règles annexes? Il y en a 2 qui me semblaient intéressantes. À la fin d'une relation avec un client ou un fournisseur, quand je dis fin d'une relation, je veux dire qu'il y avait par exemple une dette ou une créance en attente, et là on la solde, c'est-à-dire qu'on la paye, ou alors elle disparaît définitivement. Eh bien tous les comptes de dette, de créance, de dépréciation, de reprise qui étaient liés à l'élément qu'on a acheté ou vendu doivent être soldés. Donc par exemple, imaginez que vous ayez vendu des marchandises à un client et que ce client ne vous a pas payé. Donc déjà, il y a une créance sur lui. Bon. Eh bien, supposons que je sais pas, vous avez des informations dans l'environnement comme quoi ce client risque de ne pas vous payer. Donc vous allez déprécier cette créance client.
Eh bien, supposons que vous ayez une information comme quoi le client a fondu les plombs. Il a fait faillite et en fait, il ne vous payera jamais. Eh bien, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que pour être certain d'avoir vraiment achevé ce que j'appelle ce parcours comptable, eh bien, il ne faudra jamais oublier de reprendre la dépréciation qui portait sur un actif. Parce qu'une dépréciation portant sur un actif, si l'actif disparaît, la dépréciation aussi doit disparaître. Sinon, c'est comme s'il y avait une espèce de trace fantôme et donc il faut absolument l'enlever. Donc là aussi, ça guide beaucoup, je trouve, la compréhension. Moi, c'est comme ça en tout cas que ça me guide dans un certain nombre d'écritures pour me dire, mais est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que j'ai bien complètement supprimé toute trace finalement de cette créance au bilan? C'est la même chose quand on vend une IMO, c'est la même chose quand, je ne sais pas moi, on va, qu'est-ce qu'on peut avoir, quand il va y avoir une immobilisation mise au rebut et qu'on va percevoir une prime d'assurance. Enfin, on pourrait multiplier comme ça les exemples. Deuxième règle annexe, ne doit subsister finalement que l'impact réel sur le résultat comptable et la trésorerie. Je veux dire par là que quand vous avez des achats-ventes, il peut se passer beaucoup de choses. Vous avez vendu des marchandises, on vous en a payé la moitié, finalement vous avez accordé une réduction supplémentaire au client, vous avez dû déprécier parce qu'il risque de ne pas vous payer une partie, puis finalement il vous renvoie un chèque. Enfin, vous voyez, il peut se passer 1000 choses dans le cas des créances clients. Eh bien, ce qui compte surtout à la fin, encore une fois, de toute cette opération comptable, de tout ce parcours comptable, eh bien, il faut être sûr que finalement on ne sera taxé que sur le produit qu'on a réellement encaissé. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes trompé quelque part. La comptabilité, elle est parfaitement cohérente dans son fonctionnement. Donc c'est pour ça que quand on s'oblige comme ça à faire des parcours comptables un peu complexes, donc je vous dis avec des créances clients à qui il va arriver 1000 et 1000 trucs, eh bien il faut vraiment s'assurer à la fin de tout ce parcours en regardant les différents comptes qu'on a mis à l'actif et enfin au débit et au crédit, que en définitive, on aura bien un impact sur les résultats qui sera conforme à la variation de trésorerie. On ne sera taxé que sur les produits qu'on a réellement encaissés et inversement pour les charges. Alors, je vous ai mis simplement l'exemple rapide d'un achat. Supposons qu'on achète on achète des marchandises pour 1000 €, une TVA à 20% et on paye plus tard. Bah, dans le cas où on va faire l'achat, l'idée, je vais vous montrer juste une fois comment on applique cette règle de concordance. C'est que donc, si on prend ici, j'avais dit actifs immobilisés plus actifs circulants égale capitaux propres plus dette. Eh bien, l'achat, c'est une charge. La charge, ça fait baisser le résultat. Le résultat, il est ici dans les capitaux propres. Donc, je vais mettre ici le compte 607 pour moins 1000, c'est-à-dire le hors-taxe de cet achat. Également, il va y avoir de la TVA. Je sais que vu que c'est un achat, c'est donc une TVA déductible. Parce qu'en fait, je paye cette TVA à mon fournisseur, mais l'État doit me rendre cette TVA. Donc, ça veut dire que j'ai une créance sur l'État. Une créance en plus. Avant, je n'avais pas cette créance, maintenant je l'ai. Donc, j'ai un droit en plus finalement sur l'État. Donc, plus de 100. Enfin, vu que j'ai acheté, mais que je n'ai pas encore payé, ça veut dire que je vais avoir vis-à-vis de mon fournisseur une nouvelle dette. Compte 401 pour plus 1200. Remarquez bien que c'est équilibré. Parce qu'ici, j'ai moins 1000 plus 1200, ça fait globalement plus de 100. Et ici, j'ai bien plus de 100. Donc, c'est bien, c'est cohérent, c'est équilibré. Ensuite, si je vous dis que 40% des marchandises sont renvoyées, je vais le faire en rouge pour montrer la différence. Ça veut dire qu'en fait ici, vu que je vais renvoyer 40%, c'est comme si j'annulais 40% de ma charge. Donc je vais avoir plus 400 toujours pour le 607. Mais de la même manière, vu que finalement je vais acheter moins de marchandises, je vais également déduire moins de TVA. Donc ça va faire ici moins 80. Parce que vous voyez, j'ai 80 € de TVA déductible en moins. Et enfin, ma dette aussi va se réduire. Vu que je renvoie une partie des marchandises, ce sont les marchandises que je ne vais pas avoir à payer. Donc, je vais avoir ici une variation de mes dettes, une variation négative de 480. Là encore, on vérifie que c'est équilibré. Pour ce qui est de l'enregistrement dans le journal, eh bien, je sais que la première écriture, alors pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est les choses que l'on apprend, mais concrètement, factuellement, quand on le fait, ça veut dire que la première écriture, eh bien, on va avoir le compte 607 au débit, puisque j'ai dit toute baisse du passif, c'est au débit, donc 607. Toute augmentation de l'actif est au débit aussi, ce sera le compte 44 566, donc là pour 1000 et là pour 200. Et en face, ma nouvelle dette, ça fait augmenter mon passif, c'est donc au crédit pour 1200.
Et on voit bien que l'écriture est équilibrée. Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu que ça descendait. Mais donc, en dessous, vous avez entendu, j'ai 1200. Donc, j'ai bien 1200 de chaque côté. Pour ce qui est de mon écriture en rouge, quand je renvoie les marchandises, mais ça va être en sens inverse. C'est que je vais avoir ma dette qui va diminuer. Donc, baisse de la dette, c'est au débit, donc pour 480. Je vais montrer que j'annule une partie de mon achat 607, donc pour 400. Et enfin, pareil, je vais annuler une partie de ma TVA déductible pour 80. Là encore, je vois bien que mon écriture est équilibrée, il n'y a pas de problème. Donc, je le fais assez vite, évidemment. Je prends le temps le jour de l'examen, enfin le jour de la préparation, de l'expliquer en détail et avec tout ce qu'il faut. Là, c'est simplement parce que, comme il est déjà tard, etc., c'est juste pour vous expliquer en gros ma pédagogie rapidement. Mais on pourrait aller un petit peu plus loin, par exemple. Vous voyez, ici, je mets un 607. Pourquoi je mets un 607 finalement ici, alors que quand j'obtiens une réduction supplémentaire, par exemple, imaginez que finalement, ces marchandises, je décide de les garder, mais je demande à mon fournisseur une réduction supplémentaire, comme un rabais supplémentaire. Eh bien, typiquement, l'écriture que je passerai sera différente. Je vais utiliser, je ne vais pas mettre toute l'écriture, mais quand c'est une réduction supplémentaire, je vais utiliser le compte 609 et pas le 607. Et pourquoi? Là encore, il y a une logique. C'est parce que quand j'annule un 607, vous voyez, annulation d'un 607, c'est parce que les marchandises que j'avais reçues, je les renvoie. Donc, elles ne m'appartiennent plus. Donc, c'est bien une baisse d'un achat au sens où je renvoie encore une fois une partie des marchandises. Alors que le 609, c'est une réduction que j'obtiens. Donc, on va dire qu'en termes d'impact sur les résultats, c'est la même chose que l'utilisation d'un compte 607. Oui, mais quand j'utilise le 609, c'est pour montrer que je reste propriétaire de mes marchandises. Je les paye moins cher, mais elles m'appartiennent toujours. Donc, ça n'est pas le même compte parce que ça n'est pas la même logique juridique. Et si on va au bout du raisonnement, quand vous calculez à la fin de l'année la variation des stocks, eh bien, ça veut dire que si vous avez renvoyé des marchandises, quand vous allez calculer l'écriture de variation de stock, votre écriture de variation de stock montrera bien qu'en fait, vous les avez renvoyées. Donc, elles ne sont pas en stock. Alors que l'utilisation du compte 609 fait que quand vous allez enregistrer vos variations de stock, eh bien, vous pouvez retracer l'information. Vous voyez, donc il y a vraiment une cohérence totale dans ce système d'information comptable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle système d'information comptable. C'est justement pour sa cohérence. Et il y a toujours cette logique avec le droit. Voilà donc pour ça. Donc, je vous ai mis ici l'écriture pour vous montrer comment ça marche. Bon. Et avec le paiement de la dette, par exemple, ici, bon. Je continue. Donc, vous voyez, par exemple, lors de la sortie d'un actif immobilisé du bilan, tous les comptes de bilan en lien avec la valeur de l'actif doivent être soldés. Par exemple, ça, c'est des choses qui ont lieu quand on fait une cession d'immobilisation qui avait été amortie de manière dégressive. Vous voyez, il y a plein de comptes qui rentrent en jeu. Donc, je crois l'avoir mis ici. Vous voyez, c'est un simple exemple rapide. Pour ceux qui connaissent, si vous n'avez jamais fait l'amortissement dégressif, ce n'est pas grave. Mais donc, concrètement, pour ceux qui connaissent, on avait acquis une IMO pour 10 000. Et il y avait eu des frais accessoires en plus de 2 000 euros. Et on vous dit que le jour de la cession, les comptes en lien avec cette IMO présentent les soldes suivants. Le compte 215, c'était 12 000. Déjà, vous remarquez que dans le compte 215, j'intègre les frais accessoires. Voilà typiquement le genre de règles comptables sur lesquelles on va vous interroger. Le compte 2815, c'est ce que j'avais amorti en linéaire, c'était 6 000, donc en gros la moitié de l'IMO. Et puis ce que j'avais enregistré en dérogatoire, donc là aussi pour ceux qui connaissent, vous savez, le dérogatoire, c'est une espèce de suramortissement qu'on a le droit de passer étant donné les règles fiscales, et il était de 2500. Eh bien l'idée, c'est que lorsque je vais vendre cette IMO, je vais devoir solder tous ces comptes-là. Donc si j'ai encore du 145 pour 2500, il y aura forcément quelque part une écriture où je vais entre guillemets vider, je vais solder ce compte 145 pour 2500. Sinon, c'est qu'il me reste encore une fois des traces fantômes de mon immobilisation et c'est une incohérence. D'accord? Alors, autre question de cours qui tombe souvent, ce sont les méthodes de référence, que l'on appelait avant méthodes préférentielles. Là aussi, faites attention parce que la comptabilité, c'est une matière qui se renouvelle, je ne vais pas dire chaque année, il ne faut pas exagérer, mais il y a assez régulièrement des nouvelles règles comptables. Et notamment si vous regardez les annales un peu anciennes, elles vont parler de méthodes préférentielles. Et il faut faire attention parce que du coup, les annales un peu anciennes sont parfois périmées parce que les règles comptables ne sont plus les mêmes. Donc c'est aussi important d'être un peu suivi dans votre formation pour que vous ayez un formateur qui vous dise: ah, attention, là l'annale que tu utilises, elle n'est plus bonne parce qu'elle est périmée tout simplement.
Donc, les méthodes de référence qui restent, je vous les ai mises ici. C'est tout ce qui est frais de constitution en charge, le fait qu'on le coût de développement des sites internet, il faut les activer, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de questions qui tombent autour de ça pour être sûr que vous maîtrisez justement ce qu'on appelle les méthodes de référence. D'ailleurs, on vous posera la question, qu'est-ce qu'une méthode de référence? Est-ce qu'on peut y déroger ou pas? Dans quelles conditions? Voilà, tout ça sont les règles qu'il faut connaître. Alors, je vous ai fait simplement quelques exemples que je traite le jour de la formation, que ce soit dans mes vidéos préenregistrées ou dans les lives. Mais vous voyez, par exemple, sur les immobilisations, je rappelle quelques éléments importants. D'abord, ce qu'on appelle la base amortissable. La base amortissable, c'est la base à partir de laquelle on va calculer les annuités d'amortissement. Bah, un exemple tout bête, c'est qu'il y a une différence entre la vision économique et la vision fiscale. Dans la vision économique, on va prendre le prix qu'on a payé au fournisseur plus les frais accessoires, mais on va enlever la valeur résiduelle quand on fait le calcul. Alors que quand on prend la base fiscale, on ne tient pas compte de la valeur résiduelle. Voilà un exemple tout bête, mais qui peut complètement fausser les calculs le jour de l'examen si on ne sait pas ça. Quand on prend la valeur résiduelle, faut-il à chaque fois comptabiliser une valeur résiduelle? Eh bien, ça dépend. Les critères exacts, c'est qu'il faut, c'est écrit dans le PCG, qu'il faut que cette valeur soit significative et mesurable. Là, typiquement, genre de question qui est posée à l'examen. Peut-on, enfin, ou doit-on toujours enregistrer une valeur résiduelle? Ben voilà, vous direz, ben non, en fait, les deux critères, c'est significatif et mesurable. Qu'est-ce que ça veut dire significatif? Il n'y a pas vraiment de règle, mais généralement, on dit que ça doit être à au moins 10% de la valeur totale de l'IMO, mais bon, ça dépend des fois. Donc, on ne va pas vous demander 10%, mais au moins de dire valeur significative. Les dates de début et de fin d'amortissement. Quand est-ce qu'on commence à amortir? Eh ben, c'est à partir de la date de mise en service, quand c'est de l'amortissement linéaire, alors que c'est le premier jour du mois de la date d'acquisition pour le dégressif. Voilà encore une règle à connaître. Pour ce qui est de la date de fin, eh ben c'est lorsque la VNC est nulle ou alors si on revend l'immobilisation même avant de l'avoir complètement amortie. Pour ce qui est de la décomposition, il y a tout un thème sur la décomposition. Qu'est-ce qui permet de décomposer un actif? Par exemple, vous faites l'acquisition d'un, je sais pas moi, par exemple d'un immeuble et je sais pas, d'un hôtel par exemple, et vous identifiez les composants, c'est-à-dire que il y a l'hôtel, on va dire, c'est vraiment le fond, enfin les murs, mais à l'intérieur, vous avez des aménagements. Vous savez que les aménagements, vous allez les renouveler par exemple tous les 10 ans. Et bien, ça veut dire que quand vous allez faire rentrer l'immobilisation au bilan, donc quand vous allez passer l'écriture d'achat, eh bien, vous n'allez pas juste enregistrer l'achat de l'hôtel avec un compte de la classe 2, vous allez identifier des sous-parties. C'est ce qu'on appelle les composants. Là encore, il y a des règles. Est-ce que, enfin plutôt, quelles sont les conditions pour qu'on fasse cette décomposition? Eh bien, vous voyez, il y a deux conditions en particulier. Il faut que le rythme d'utilisation du composant soit différent de la structure générale. Et là encore, il faut qu'il ait une valeur significative. Et on va distinguer plusieurs catégories. Première catégorie, deuxième catégorie. Donc là aussi, le but, c'est pas du tout de rentrer dans les détails. Je ne vais pas faire un cours ce soir, mais c'est pour vous montrer toutes ces petites subtilités qui retombent vraiment très souvent. Et pour ce qui est des dépréciations, vous savez qu'une immobilisation, ça peut s'amortir et ça peut se déprécier. Voilà typiquement une question de cours. Comment faire la différence entre un amortissement et une dépréciation? Je vous pose la question sur le chat. Ça permet de, voilà, de rendre aussi la chose un minimum interactive. Dites-moi sur le chat, s'il vous plaît, en une phrase, quelle est la différence entre un amortissement et une dépréciation? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Alors, Sabrina vous dit qu'une dépréciation est une perte de valeur de l'immobilisation, mais l'amortissement aussi. Donc, ce n'est pas une différence. Pareil, Elodie, vous dites l'amortissement, c'est l'usure naturelle du bien et la dépréciation, une perte de valeur. Mais dans les deux cas, c'est une perte de valeur. Donc, pareil pour Elisabeth. Mais vous dites dépréciation, perte de valeur et amortissement, étalement de la valeur sur plusieurs années. Vous voyez, vous passez tous un petit peu à côté, en fait. Hello, vous dites perte de valeur entraîne une dépréciation. Ben, pareil, c'est pas la réponse. Pareil pour Youssef. Vous voyez, ça vaut le coup, hein, comme quoi, même quand on croit savoir, en fait, on ne sait pas forcément. Donc pareil pour Céline. Vous voyez, vous faites tous la même réponse et en fait, elles sont fausses. Elisabeth, vous dites l'amortissement, c'est la constatation de la consommation des avantages économiques attendus. Oui, c'est la définition, mais ça ne me répond pas à la différence avec la dépréciation. J'attends encore un petit peu, puis je vais vous donner la réponse.
Ina, vous dites dépréciation, perte de valeur à une date donnée, l'amortissement, c'est la répartition de la valeur du bien, sa durée de vie. Pour moi, ça répond, je ne dis pas que c'est faux, mais ça ne répond pas tout à fait. Alors, je vous donne la réponse, la vraie bonne réponse qu'il faut donner. C'est que l'amortissement, c'est une perte de valeur qui est planifiée. C'est-à-dire que dès le début de l'utilisation de l'immobilisation, on sait qu'elle va perdre plus ou moins régulièrement de la valeur au cours du temps. Et donc, il y a un plan d'amortissement que l'on met en place dès le premier jour de l'IMO jusqu'à sa fin programmée théorique. Et donc, chaque année, on va enregistrer cette perte de valeur. Et cette perte de valeur ne peut pas être reprise parce qu'elle a été planifiée, elle est donc définitive. Alors qu'une dépréciation, c'est une perte de valeur qui n'a pas été planifiée. C'est une espèce de perte supplémentaire qui peut arriver quand finalement on se rend compte que l'immobilisation, elle a perdu plus de valeur que ce qui était planifié. Mais la différence, c'est qu'une dépréciation peut être reprise parce que vu qu'elle est potentiellement temporaire, alors qui dit dépréciation dit peut-être reprise si jamais l'immobilisation reprend de la valeur ou en tout cas si elle en repère moins vite que ce qui est prévu. Donc c'est ça la différence fondamentale. L'amortissement est définitif parce qu'il est planifié dès le départ, alors que la dépréciation, c'est une surprise entre guillemets qui peut ou pas exister en fonction des indices de perte de valeur que l'on a. Donc voilà pour la réponse. Donc, regardons un petit peu le thème 2 sur les augmentations de capital. Là aussi, ça fait partie des thèmes qui tombent assez souvent, les augmentations de capital. Et vous avez des questions autour de ça parce qu'au-delà de l'écriture comptable, il y a beaucoup de questions qui d'ailleurs font un petit peu le lien avec la finance. C'est un thème assez transversal. Je vous rappelle que l'augmentation de capital, c'est quand on va chercher des nouveaux actionnaires ou en tout cas on va rappeler les actionnaires existants pour qu'ils remettent de l'argent dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas toujours en numéraire. On verra si on travaille ensemble qu'il y a plusieurs types d'augmentation de capital. Il y a en numéraire, il y a en nature quand on apporte une machine, il y a même des apports en industrie, il y a par incorporation de réserve, etc. Ici, je vais parler uniquement du numéraire quand des actionnaires apportent de l'argent à l'entreprise. L'idée, c'est que d'abord, quand on émet des actions, on les émet à un certain prix. Ce prix est nécessairement inférieur à la valeur de marché. Pourquoi? Parce que sinon, personne ne l'achèterait. Si vous avez une action qui vaut 50 sur le marché, si vous dites ah ben moi je vais en émettre de nouvelles et je vais les vendre 60. Ah non, actuellement elle vaut 50, moi je ne l'achète pas à 60. Donc vous allez forcément émettre des actions à une valeur inférieure au prix de marché. Mais donc la conséquence, c'est que si vous êtes déjà actionnaire, vous avez un truc qui vaut 50 et l'entreprise vient émettre des actions qui sont par exemple 40. Vous dites, attendez, moi je les avais achetées 50 ou en tout cas elles valaient 50. Vous perdez de la valeur. Eh bien pour vous compenser, l'entreprise va vous verser ce qu'on appelle des DPS. C'est une espèce de titre, si vous voulez, qui va venir compenser exactement la perte mathématique, la perte de valeur mathématique de l'action. Et donc typiquement, il y a une méthode pour calculer le DPS, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de calculer la valeur de l'action avant et après l'émission. Et la différence, donc, c'est la valeur du DPS. Je passe évidemment tous les détails. Il y a toute une logique juridique autour de l'augmentation de capital. Mais ce que je vous montrerai si on travaille ensemble, c'est que en fait, ça paraît compliqué, mais si on a bien la logique de l'écriture, c'est-à-dire si on comprend que il y a différentes étapes par lesquelles on passe dans l'augmentation de capital, c'est-à-dire que capital qui est d'abord non appelé, puis appelé, capital appelé, mais non libéré, enfin c'est plus le terme exact, je ne l'ai plus en tête, capital souscrit non appelé, etc. Voilà, il y a appelé, non appelé et appelé, versé, voilà, ça y est, ça me revient. Capital appelé ou non appelé. Donc, au départ, il est non appelé. Ensuite, il est appelé non versé. Et ensuite, il est appelé versé. Voilà, ça me revient. Ce sont les 3 étapes. Donc, à chacune de ces étapes, il y a une écriture comptable. Et ça n'est que du droit. Parce que non appelé, ça veut dire qu'en gros, les actionnaires n'ont pas à verser cet argent. Appelé, c'est qu'ils s'engagent à verser cet argent, mais pas encore. Donc, il est appelé non versé. Et puis, la dernière étape, c'est qu'il est appelé versé. Les actionnaires ont donné de l'argent à l'entreprise. Thème numéro 3, quelques éléments sur les stocks. Alors, vous savez, les stocks, ça fait partie des éléments où il y a ce qu'on appelle des flux internes, il y a ce qu'on appelle des variations de stock. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie de ces flux qui sont hors comptabilité, alors hors comptabilité financière, parce que c'est la comptabilité analytique, mais donc en termes de comptabilité financière, eh bien, au moins une fois par an, il faut enregistrer un inventaire pour enregistrer les variations de stock. C'est lié notamment à des principes comptables comme le rattachement des charges et produits aux exercices. Mais donc concrètement, il faut savoir que les stocks, comme n'importe quel actif, ça peut avoir des valeurs qui varient au cours du temps.
Donc là aussi, il peut y avoir des dépréciations qui portent sur les stocks. Simplement, ce qui est délicat avec les stocks, c'est qu'il existe plusieurs méthodes de calcul. Et c'est là aussi quelque chose que je vois, moi, que je présente dans le cadre de l'UE10 que je prépare, c'est que, enfin, que j'aide à préparer, c'est qu'une fiche de stock, vous voyez, ce que je vous ai mis ici en gris, ce sont tous les éléments objectifs. C'est-à-dire, en gros, le stock initial, la valeur d'entrée, c'est-à-dire je sais combien j'ai acheté mes marchandises. Je sais également les quantités qui vont sortir du stock et donc combien il m'en reste à la fin. Ce que je ne sais pas, c'est quelle est la valeur des marchandises que j'ai fait sortir du stock. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 3 ou 4, ça dépend comment on compte, manières d'enregistrer les variations de stock. Le coût moyen pondéré, en inventaire permanent ou en inventaire périodique, donc ça fait 2. Première entrée, premier sortie. Dernière entrée, premier sortie. Donc là aussi, ce sont que des questions logiques, mais il faut savoir appliquer l'une ou l'autre de ces méthodes parce que dans le cadre d'un énoncé du DCG, on peut vous faire appliquer l'une ou l'autre de ces méthodes pour calculer la valeur de sortie d'un stock. Alors, il y avait une question de Youssef, vous dites, est-ce que la dépréciation est matérialisée ou théorique? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par matérialisée. Ce que je sais, c'est que la dépréciation, elle va avoir un impact sur le résultat. Parce que toute perte de valeur fait baisser le résultat. Donc là-dessus, il y a une matérialité, si vous voulez. Après, là où elle est théorique, c'est que elle peut être temporaire. Prenez le cours d'une action, par exemple. Vous l'avez acheté 50 euros. Au moment de la clôture comptable, elle en vaut que 40. Vous enregistrez une perte de 10 euros, mais c'est une perte qui est temporaire. Tant que vous n'avez pas vendu l'action, la perte, elle n'est pas définitive. Si ça se trouve, quand vous allez la revendre, vous allez faire une plus-value. Donc ça veut dire que vous allez enregistrer dans votre bilan et votre compte de résultat le fait qu'il y aura une plus-value sur cette revente d'action. D'accord? Pour revenir au stock, donc je vous ai mis, il y a 3 ou 4, ça dépend comment on compte, méthodes de valorisation des stocks, et donc il faut les connaître pour savoir exactement comment ça fonctionne. C'est jamais très compliqué, mais voilà, il ne faut pas se tromper. Pour ce qui est justement des quotas d'émission, c'est un thème 4, mais c'est presque en fait une suite du thème 3. Parce que oui, les quotas d'émission, ça fait partie des questions qui tombent parce qu'elles sont assez récentes. Alors, vous savez, les quotas d'émission, pour la faire courte, c'est que en 1997, nous avons signé le protocole de Kyoto, ratifié en 2005. C'est-à-dire qu'à partir de 2005, le monde a mis en place une espèce de bourse sur laquelle on vend ou on échange des quotas d'émission. Pour faire simple, vous êtes une entreprise comme Total. Chaque fois que vous calculez que vous émettez dans l'atmosphère 1 tonne de gaz à effet de serre, vous devez acheter un quota. Simple à comprendre. 1 tonne, un quota. Mais alors à qui on l'achète? Je passe les détails, mais sachez qu'en gros aujourd'hui, on achète des quotas sur ce marché aux entreprises qui vendent des quotas. Mais comment des entreprises parviennent-elles à vendre des quotas? Eh bien parce que précisément, elles font des efforts de dépollution qui font qu'elles vont se retrouver avec des quotas excédentaires, quotas qu'elles vont donc vendre à des entreprises qui, elles, sont en besoin de quotas. Et alors, comment on enregistre ça comptablement? Eh bien, ça ressemble énormément aux écritures de stock, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est très particulier pour les quotas d'émission, c'est qu'on considère juridiquement que c'est une matière première, donc 601, mais de nature administrative. Et en quoi ça a une influence, qu'elle soit de nature administrative? Eh bien, c'est parce que contrairement à tous les autres stocks, on peut théoriquement se retrouver avec des stocks négatifs. C'est-à-dire que concrètement, on achète par exemple 1000 quotas d'émission, on est au 1er janvier, donc on sait que l'année, on va émettre 1000 tonnes de CO2. Oui, mais si ça se trouve, on refait le calcul à la fin de l'année et on s'est rendu compte qu'on a émis par exemple 1200 tonnes de CO2. Et bien dans ces cas-là, on se retrouve avec un stock négatif de moins 200 quotas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'on va se retrouver finalement avec la constatation d'une dette parce qu'on sait qu'on va devoir dans les jours prochains ou les semaines prochaines acheter au moins 200 quotas d'émission. Donc tout ça, encore une fois, une logique juridique. C'est une matière première, elle est de nature immatérielle, donc on peut avoir un stock négatif. Et si c'est le cas, c'est que l'on a une dette. Et donc il y a des questions qui tournent autour de ça en disant mais pourquoi finalement est-ce que ça répond à la dette au sens du PCG? Et bien là aussi, quand on connaît la définition d'une dette, c'est parce que en gros, c'est une sortie certaine d'argent à venir, sans valeur positive pour l'entité, sans contrepartie, etc. Il y a 2-3 critères. Et donc, ça correspond tout à fait à ces critères-là. Donc là aussi, à savoir, attention, là aussi, c'est tout l'intérêt d'être suivi quand on fait ce type de formation et quand on passe ce type d'examen, c'est que si vous prenez des annales un peu anciennes, c'est un petit peu différent parce que les quotas d'émission, d'abord, il y avait de la TVA dessus, ils n'étaient pas enregistrés de la même façon, donc il faut être sûr d'avoir des connaissances à jour parce que ça a changé il y a à peu près 3-4 ans maintenant. Voilà.
Donc ça, tout ça, c'est ce que je vous ai expliqué oralement. Ah oui, et une petite remarque sur les quotas aussi, c'est qu'il faut savoir que l'État peut en distribuer gratuitement. Donc là aussi, il faut faire attention parce que ça fait partie des thèmes que l'on appelle le hors bilan, c'est-à-dire des éléments qui ont une influence sur la comptabilité, mais qui ne peuvent pas passer par une écriture au journal. Parce que lorsque les quotas sont donnés gratuitement, en fait, ils n'ont pas de valeur initiale. Donc ça veut dire que il y a quand même une influence parce que derrière, ça va venir modifier le montant éventuellement de la dette de la fin d'année. Et puis d'abord, c'est les quotas qu'on va pouvoir revendre. Donc si on les revend, il y aura une écriture comptable. Mais au moment où ils sont reçus, il n'y a pas d'écriture comptable. Donc c'est ce qu'on appelle le hors bilan. Et donc là aussi, le hors bilan, ça fait partie des questions qui sont régulièrement posées dans le cadre de l'UE10. Donc vous avez une particularité, les quotas sont des matières administratives. Comme il s'agit de biens immatériels, leur quantité peut être négative à la clôture comptable et donc ça fait naître une dette envers l'État. Pour ce qui est enfin du thème 5, normalisation et contrôle. Donc vous avez beaucoup de questions qui tombent autour des professions comptables. Ça n'a objectivement absolument rien de difficile, ce sont de pures questions de connaissances et on peut vous poser la question de, je sais pas, on vous fait une écriture comptable et on vous dit, enfin plutôt pas une écriture mais une séquence comptable et on vous dit, est-ce qu'un commissaire aux comptes doit intervenir? Alors je vous rappelle qu'un commissaire aux comptes, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a deux natures de mission. La nature légale parce que ça relève dans certains cas d'une obligation légale, notamment quand on fait des augmentations de capital et qui dépassent un certain seuil, et en même temps contractuelle parce que sa mission peut résulter d'un choix effectué par la société. Donc même dans le cas où ça n'est pas obligatoire, on peut faire appel à un commissaire aux comptes. Il faut savoir qu'un commissaire aux comptes ne peut en aucun cas donner de recommandations de gestion. Il n'est là que pour certifier les comptes ou ne pas les certifier s'il pense justement qu'il ne peut pas les certifier. Mais donc concrètement, c'est pas un consultant, le commissaire aux comptes. C'est un, je sais pas comment vous dire, c'est comme un notaire en quelque sorte. Il vient authentifier le fait que vos comptes sont ou pas valides avec. Donc il y a toute une procédure comme ça, ce qu'on appelle la mission de contrôle et d'audit. Alors que la nature de l'expert comptable, eh bien, il y en a deux finalement. Il y a la nature contractuelle parce que l'entreprise est libre de faire appel ou pas à un expert comptable. Ça devient assez rapidement une nécessité, mais théoriquement, elle est libre de le faire. Et il a aussi un rôle de conseil parce que l'expert comptable, lui, au contraire, peut accompagner la direction dans son processus de décision. Un bon expert comptable, ce n'est pas juste un type qui vient ou une femme qui vient et qui fait les états financiers. C'est qui à la fin rend un rapport, prend rendez-vous avec les chefs d'entreprise et leur dit, bah voilà, par rapport à ce que j'ai analysé de votre situation, je vous déconseille par exemple d'emprunter plus d'argent ou alors au contraire, je vous conseille de recourir à de la dette comme un effet de levier parce que vous n'en avez peut-être pas assez. Enfin, vous voyez, il y a cette mission de conseil. Et il est responsable également des conseils qu'il donne quand ils sont suivis. Donc concrètement, c'était vraiment quelques exemples très rapides, mais c'est pour vous montrer quels sont les thèmes que je traite et quels sont ceux qui tombent souvent et quels sont un peu les éléments à connaître. Maintenant, donc, qu'est-ce que nous préparons nous chez ProConta? Je vous ai parlé de l'UE10, mais en fait, il y a tout un tas d'UE enfin, on prépare quasiment toutes les UE maintenant du DCG. Et donc, je vous parle simplement quelques instants de, alors d'ailleurs, j'ai marqué deux fois UE1, c'est UE1, 2, 3, 4 évidemment. Alors, et d'ailleurs, j'ai mis ça pour U1, 2, 3, 4, mais c'est vrai pour toutes les UE du TCG auxquelles nous préparons. Pour tout vous dire, je crois qu'on les prépare toutes, sauf économie et je crois que c'est tout. Parce que moi, personnellement, j'enseigne pour ProConta, j'enseigne l'UE7 de management, l'UE9, alors ProConta ne le fait pas, mais enfin, moi j'enseigne à titre personnel l'UE9, j'enseigne l'UE10, j'enseigne l'UE11 et j'enseigne l'UE6. Donc en fait, j'enseigne toutes les matières d'économie-gestion. De toute façon, dans ma vie personnelle, je les enseigne toutes, que ce soit ici ou à l'université, etc. Mais donc concrètement, voilà, en ce qui me concerne, je suis chargé chez ProConta de toutes les UE qu'on appelle ça d'économie-gestion. Or, encore une fois, l'économie, parce qu'en fait, il n'y a généralement pas tellement de demandes pour cette UE qui est, non pas qu'elle soit tellement facile, mais généralement, il y a moins de demandes. Mais pour toutes les autres, voilà, moi, je m'en occupe. Et puis, j'ai des collègues qui, par contre, eux, sont spécialisés sur certaines UE de droit. Donc, ce n'est pas un prof qui fait toutes les UE de droit. Mais donc, moi, voilà, moi, je les fais toutes. Alors, en l'occurrence, et je vais vous répondre d'ailleurs, Elodie, sur votre question. Le but de cette préparation, il faut bien comprendre une chose. Il y a plein de préparations au DCG. Matériel, à distanciel, sur l'année, 2 semaines avant, je ne sais pas quoi. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des formations intensives de 12 à 14 heures par UE, en direct, sous forme de live de 2 heures, qui ont lieu généralement le samedi ou le dimanche, parfois en semaine, mais c'est plus rare, et qui vont en gros de fin janvier
jusqu'à, ça doit être fin avril ou début mai, enfin 2 semaines à peu près avant votre examen. Donc c'est-à-dire qu'on est positionné sur le dernier semestre parce que on sait qu'il y a des étudiants qui prennent du temps avant de s'inscrire parce qu'au départ, ils disent: «Bah, je vais essayer de le faire tout seul». Finalement, ils se rendent compte que, ils n'y arrivent pas. Le problème, c'est qu'il y a plein de prépas qui commencent en septembre et donc finalement, ils disent: «Oh là là, mais c'est trop tard, je vais jamais pouvoir rattraper» et cetera. Donc nous, on a fait une formation intensive, donc je répète, en 6 à 7 lives de 2 heures par UE qui s'égrènent de fin janvier jusqu'à, je vous dis, le mois de mai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a c'est pas tout, c'est pas juste des lives. C'est que derrière, quand vous inscrivez chez ProConta, vous avez accès à notre plateforme d'enseignement sur lequel vous avez toutes les vidéos préenregistrées. Ça veut dire que concrètement, vous avez, par exemple pour l'UE10, vous avez, je ne sais plus combien d'ailleurs, une quinzaine ou une vingtaine, de vidéos préenregistrées qui reviennent sur vraiment les éléments, fondamentaux. Je crois d'ailleurs qu'elles sont, accessibles sur un site qui s'appelle Notion, donc puisque je les avais tournées il y a 2-3 ans maintenant et donc elles sont, accessibles, gratuitement. Et donc, vous voyez, vous avez accès donc à ces lives, à tous les supports de présentation, à des dossiers d'entraînement qui servent de support au live avec le corrigé complet. Donc, notre objectif avec ces 12 à 14 heures de cours, c'est vraiment de brasser ce que j'appelle l'essentiel du contenu. Quand je dis l'essentiel, ce n'est pas 100%, mais parce que les éléments qu'on ne traite pas, c'est les éléments qui sont purement littéraires. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'un commissaire aux comptes fait ça ou ça. Il suffit de lire la fiche et vous le savez. Donc, ça n'a pas d'intérêt de le faire en live. Donc, en live, ce sont vraiment des cas pratiques d'entraînement. Mais le but, c'est vraiment de tout traiter. Donc, le but, c'est d'aller à l'essentiel avec des vidéos thématiques sur un format court. Parce que donc pour ces UE dont je vous ai parlé, les UE 1, 2, 3, 4, il y a des vidéos préenregistrées. Donc, de gagner du temps. Évidemment, de cibler votre entraînement sur les thèmes dont on sait qu'ils ont le plus de chances de tomber, mais c'est aussi des éléments de perfectionnement puisqu'il y a des épreuves blanches en conditions réelles d'examen avec une correction, une vidéo correction individualisée. Pour ce qui est des tarifs, alors je vous parle des tarifs hors prise en compte par le CPF. Et donc concrètement, ça veut dire que vous voyez bien que pour chaque UE, c'est 590, mais c'est dégressif avec le nombre d'UE auxquels vous vous inscrivez. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facilités de paiement. Vous pouvez très bien payer en 11 fois, donc quasiment en fait étalé sur un an. Donc 53 euros, c'est à partir de 53 euros par mois selon le nombre d'UE que vous prenez. Et donc, je vais en parler dans un instant, mais c'est pris en charge par le CPF. Vous avez également ce qu'on appelle la garantie seconde chance. C'est que si jamais vous ne réussissez pas l'UE que vous avez préparé, on peut vous redonner l'accès à vos cours pendant un an. Il y a toujours des conditions, mais ce ne sont pas des conditions drastiques. La seule condition en fait, qu'on vous demande, c'est d'avoir rendu les quelques devoirs, vous voyez, les épreuves blanches qu'on prépare pour vous. Donc, c'est pas, on n'est pas là pour vérifier si vous êtes là pour nous regarder en live. J'espère, moi, honnêtement, moi, pour le faire maintenant, la plupart des étudiants qui sont inscrits, ils sont là à mes lives parce que le but, c'est de les faire le samedi, dimanche, justement, pour que vous puissiez être là. Donc là-dessus, il n'y a pas de feuille d'appel, vous êtes libre. Mais ce qu'il faut au minimum, c'est nous rendre voilà, les 1 ou 2 épreuves blanches pour vous, pour montrer que vous êtes toujours dans la formation, tout simplement. Et donc, Youssef, oui, quand vous parlez de méthode Pareto, c'est vrai, parce que finalement, on cible 80% du temps, ou je vois ce que vous voulez dire, c'est 20%, enfin, c'est pas tout à fait 20% des thèmes, mais en tout cas, on va vraiment cibler les thèmes qui tombent le plus souvent. Donc, le financement par tiers. Donc, il faut savoir que nous sommes tout à fait éligibles, notamment au CPF. Donc, dans ces cas-là, vous voyez, c'est le tarif financement par un tiers, donc 650 euros par UE, et ça va jusqu'à 2300 pour les 4 UE de droit. Hein, encore une fois, U1, U2, U3, U4. Et donc, vous avez les partenaires, compte formation, Pôle emploi également, qui cofinancent les formations, et l'OPCO. Je vous ai dit la garantie seconde chance. Si vous ne réussissez pas l'UE que vous avez préparé ou les UE que vous avez préparés, on s'engage à vous redonner gratuitement l'accès à vos cours en cas d'échec pendant un an. Donc c'est pas satisfait ou remboursé, mais c'est satisfait ou resté avec nous. Pour ce qui est du programme égalité des chances, il faut savoir que notre objectif, c'est que vos moyens financiers ne soient pas un frein à l'inscription. Parce que 590 euros, quand on est tout seul à le financer, c'est pas donné. Enfin, c'est pas gratuit en soi. Alors, derrière, c'est parce qu'il y a de la qualité, il y a du suivi, et voilà, vous savez comment marche une entreprise. Mais c'est pour vous dire que on sait que ce n'est pas une somme petite. Donc, nous sommes éligibles au programme Égalité des chances qui vous permet, dans ces cas-là, si vous êtes éligible à la bourse, d'en bénéficier. La bourse pouvant prendre, dans certains cas, jusqu'à 80% du montant. Vous pourrez cliquer sur le lien pour en savoir plus. Je vous passe la partie témoignage, autosatisfaction, autocongratulation, pour vous dire que
vous avez droit aussi à des rendez-vous individuels. C'est-à-dire que dans le cadre de cette prépa, l'objectif, c'est pas juste que moi, j'arrive le samedi, je balance mon live et je m'en vais. C'est que derrière, vous avez l'équipe de ProConta avec qui vous pouvez prendre gratuitement rendez-vous, même d'ailleurs sans inscription, hein. C'est juste voilà, pour aussi nous parler et vous donner des conseils. Et donc, les rendez-vous individuels, j'insiste à individuels, sur la base du volontariat, c'est pour répondre à des questions comme par exemple comment se déroule la préparation, comment vous pouvez m'aider à améliorer mes révisions, etc. Parce qu'il y a beaucoup de soucis méthodologiques. On sait très bien que parmi vous, il y a beaucoup de professionnels. Vous avez pour beaucoup des vies de famille, des enfants, on sait tout ça, on sait que ce n'est pas facile. Et donc, les étudiants qui sont parfois un peu perdus, eh bien, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour avoir un rendez-vous individuel et simplement pour échanger, on peut vous donner des conseils méthodologiques. Et donc, tous les gens qui sont disponibles, ce n'est pas moi qui vais vous répondre au téléphone, mais c'est l'équipe de ProConta qui sait parfaitement ce que je vous ai dit et on est en lien vraiment, j'allais dire quasi quotidiennement et donc ils vous donnent des conseils avisés. Et donc, vous pourrez cliquer là aussi sur le fait sur le PPT pour prendre rendez-vous. Donc, pour ce qui est des inscriptions, le site proconta.fr, un numéro de téléphone, vous avez l'habitude de nous joindre sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et sur YouTube. Nous avons des vidéos aussi disponibles. Là aussi, n'hésitez pas, hein, vous pouvez tout simplement appeler pour demander conseil ou pour en savoir un peu plus. S'il y a un élément, finalement, une question qui vous viendrait à l'esprit et à laquelle je n'aurais éventuellement pas répondu ce soir, surtout, il ne faut pas hésiter. Donc voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire rapidement sur ces quelques éléments. Oui, le but c'était de passer à peu près 1 heure ensemble pour ne pas vous matraquer d'informations. Mais l'objectif c'était de vous expliquer d'abord un peu ma pédagogie, puisque je vous dis, en fait, ici c'est une vitrine entre guillemets l'UE10, mais dites-vous bien que moi, encore une fois, j'enseigne à titre personnel toutes les matières d'éco-gestion. Donc je le redis, j'enseigne dans ma vie personnelle, j'enseigne une trentaine de matières différentes. Mais pour ProConta, donc je fais encore une fois UE7, mais j'ai déjà enseigné l'UE5 aussi, l'UE9, l'UE10. Donc l'UE9, nous on ne fait pas, en tout cas pour l'instant, peut-être un jour s'il y a des gens que ça intéresse, mais en tout cas l'UE10 et l'UE11. Donc l'objectif aussi, c'est d'avoir cette vision transversale, parce que quand je vous parle comptabilité approfondie, je fais aussi le lien avec le contrôle gestion, je fais aussi le lien avec des problématiques de finance, hein, avec l'UE6 que j'enseigne aussi pour ProConta. Donc c'est aussi notre force, c'est d'avoir cette transversalité et cette polyvalence. Et puis en droit, on a des gens qui sont vraiment très experts dans leur domaine à chaque fois, donc ça leur permet de nourrir leurs cours d'exemples vraiment professionnels dont ils ont l'habitude. Et donc c'est pour ça, voilà, au-delà de l'UE10, pensez à tout le reste qui peut potentiellement vous intéresser. En tout cas, je sais que voilà, nos retours sont positifs, les étudiants sont contents et je comprends pourquoi, parce que nous, on met beaucoup de cœur à l'ouvrage, on essaie vraiment de travailler au maximum notre pédagogie. C'est quand même très agréable pour nous, même si on ne peut pas se voir physiquement. Enfin, moi, je sais que ce qui est agréable, c'est de retrouver sur le chat, chaque fois que je fais un live, les mêmes prénoms, parce que je vois, voilà, c'est des gens que je finis par connaître, même si c'est par écran interposé, entre guillemets. Voilà, je les reconnais, je sais qu'il y a une bonne équipe, les gens qui s'aident d'ailleurs, parce qu'il y a un groupe WhatsApp qui regroupe les élèves, donc ils peuvent se répondre et échanger entre eux, donc c'est toujours extrêmement agréable en soi. Donc avant de se quitter, est-ce que vous avez une question qui vous viendrait à l'esprit et à laquelle je pourrais éventuellement répondre? N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc je vous écoute ou je vous lis, plus exactement. Donc n'oubliez pas, il y a un petit décalage temporel entre vous et moi, mais voilà, dites-moi si vous avez une question qui vous vient à l'esprit. Et si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du live dans tous les cas avant de vous quitter, de peut-être vous retrouver cette année ou l'année prochaine. Puisque donc là, nos préparations pour cette année ont commencé, mais on peut toujours rejoindre en cours de route, hein. Nous ne sommes qu'au début février, donc le but aussi, c'est de vous dire, bah, si vous avez encore une hésitation, rejoignez-nous. Moi, j'ai fait à peu près dans toutes les yeux dont je vous ai parlé, j'ai fait au maximum de live, donc de live, ça se rattrape vite, hein. Encore une fois, nous ne sommes qu'en février. Le but, ça a été aussi de commencer relativement tôt pour que vous ayez du temps pour rattraper le retard. Est-ce que je fais le DSCG? Alors, chez ProConta, nous faisons le DSCG. Moi, j'interviens pour le DSCG en UE2, en finance. Et certains de mes collègues qui font le droit en DCG interviennent également en DSCG. Donc oui, absolument, nous sommes une prépa DCG et je crois que nous préparons maintenant à toutes les UE du DSCG, hein, de mémoire, sauf peut-être une ou deux, mais enfin à quasiment toutes les UE qui nécessitent un accompagnement. Oui, oui, bien sûr, nous sommes une prépa DSCG. Et bah, pas de souci Adeline pour ces informations. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre. Donc Youssef 53 par mois pour toutes les UE. Alors il faut calculer, non 53 c'est pour une UE parce que vu que j'avais dit 590 €
590 € pour une UE. Donc ça doit faire à peu près 53 € sur 11 mois. C'est pour une UE donc. Jenny, vous dites: «J'ai, une partie du DCG, je travaille, donc je passe l'UE10 et une autre, du coup, si je commence maintenant, ce serait jouable». Écoutez, oui, surtout si vous avez déjà passé l'UE9, par exemple, ça veut dire que vous avez déjà toutes les bases en comptabilité. Donc oui, c'est possible. Pour l'instant, ce que j'ai traité en live en UE10, j'ai fait les variations de capital et j'ai fait la question des logiciels. Enfin, toute la question de l'activation des charges et les logiciels. Voilà les 2 grands thèmes que j'ai traités, donc il en reste encore 4, hein, franchement, 4 lives, 2 à rattraper plus, 4 qui arrivent. Oui, oui, c'est complètement jouable. OK, bah, vous voyez Elisabeth, typiquement ce genre de tips, comme vous dites, il y en a plein que j'essaie vraiment de véhiculer aux étudiants. Parce que moi-même j'ai été étudiant et moi-même j'ai été complètement perdu il y a quelques années par la compta et finalement, bah, aujourd'hui je la comprends, je crois très bien, mais c'est vraiment en l'apprenant sur le tas à force de l'enseigner et la réenseigner et surtout avec cette vision transversale sur d'autres matières et maintenant en fait je vois, vous voyez quand je parle comptabilité, je «vois» entre guillemets et donc je me mets à la place des étudiants et je sais qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir ou comprendre à l'époque. Donc encore une fois, j'essaie au maximum de les transmettre dans mes enseignements. Donc pas de souci Jenny, pas de souci Céline pour ça. Heu et donc voilà, la question qui m'est posée: «Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour préparer les épreuves du DCG?» Ça dépend combien vous en passez. Mais honnêtement, nous ne sommes encore une fois qu'à la mi-février, donc non, moi je pars du principe que si c'est pour, 2 UE, si c'est 3 en partant de 0, ça fait peut-être beaucoup. Quoique, faut voir, si vous avez déjà des bases. Mais entre 2 et 3 UE, c'est tout à fait jouable. Voilà. Et puis n'oubliez pas, encore une fois, toutes les séances que l'on fait sont enregistrées. Donc vous rattrapez le retard, vous avez les PowerPoint pour vous rattraper, mes explications, et cetera. Donc honnêtement, quand vous réfléchissez bien, 2 heures, enfin en un week-end, vous pouvez faire, 3 ou 4 lives de rattrapage, hein, ça passe complètement. Jenny, vous dites: «J'ai vraiment du mal sur gestion et finances». Écoutez, oui, c'est vrai que, gestion finance, donc la l'UE7, l'UE6 notamment, elle est assez redoutée. En fait, elle est pas si compliquée que ça. Il y a un ou 2 aspects très techniques. Je trouve que le plus dur, c'est, tableau de flux de trésorerie et tableau de financement. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui est, il y a tellement de petites règles, de petites choses à savoir, que c'est tout pas jamais évident. Mais en fait, quand on a passé ça, le reste, je trouve que c'est complètement évident et avec une bonne pédagogie, on rattrape complètement et on comprend. Je sais que les étudiants le disent et en plus, quand je fais des corrigés, moi, par exemple, dans mes matières spécifiquement, il y a plein de calculs dans tous les sens, il y a plein de données dans l'énoncé et cetera. Donc ce que je fais au maximum, quand je fais des fiches détaillées sous format, PDF, donc je ne parle pas uniquement d'un PPT, hein, mais je parle vraiment le corrigé détaillé qui va avec ensuite, je mets des couleurs. Mais des couleurs de telle manière que si je mets un chiffre en rouge, c'est pas pour faire joli. C'est parce que dans l'énoncé, je l'ai mis en rouge et donc comme ça permet de savoir d'où vient, une donnée, vous voyez? Mais c'est tout bête, hein, mais le simple traçage par couleur, moi je ne l'ai jamais vu et pourtant ça m'aurait tellement aidé dans des manuels ou dans des préparations que j'ai faites, d'avoir ces couleurs pour éviter à chaque fois de passer 10 minutes à tourner les pages pour retrouver une donnée dans l'énoncé. Aller retrouver un 50 dans un bilan où il y a 50 lignes, moi je ne sais pas faire, hein. Donc concrètement, au moins quand c'est en couleur, eh ben, on repère tout de suite l'élément. Donc ça fait partie des éléments de pédagogie que j'essaie de développer. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres questions qui viennent à l'esprit avant que l'on se quitte et que peut-être on se retrouve bientôt, qui sait, peut-être très bientôt, pourquoi pas dès le live de ce samedi, puisqu'il y en a un, je ne sais plus quelle matière d'ailleurs, que je fais, mais donc il y a un live ce samedi, il y en aura à peu près un tous les samedis jusqu'à la fin de la préparation. Voilà, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à le dire, comme ça je sais que c'est bon pour vous. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à appeler pour compta, même pour avoir si vous avez des questions supplémentaires, des choses qui viennent à l'esprit parce qu'il y a toujours des questions qui viennent une fois qu'on a raccroché, ça c'est classique. Mais donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ça ne vous engage à rien de toute façon. Il n'y a pas besoin de s'inscrire nulle part avant de nous contacter. Parfait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, je crois. J'attends encore un petit peu, on ne sait jamais, un retardataire aux dernières minutes. Voilà, vous pouvez aussi, me contacter en cas de besoin à titre personnel sur LinkedIn, hein, je suis sur les réseaux, donc Facebook, c'est pour les amis mais en tout cas sur LinkedIn, voilà, vous pouvez me contacter. J'ai régulièrement des étudiants qui me contactent dessus, pour me poser des questions. Alors faut pas que ce soit, trop régulier, sinon j'y passerai mon temps, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des questions éventuellement auxquelles je réponds,
là-dessus. Donc n'hésitez pas, vous pouvez voilà, me rajouter sur LinkedIn en plus de ProConta. Parfait. Et bien, écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce direct Facebook. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance même par écran interposé. Je vous dis peut-être à bientôt encore une fois. Donc encore une fois, je vous dis, c'est complètement jouable. C'est pour ça qu'on a fait ce live maintenant, hein. Justement, c'est parce qu'on sait que les gens qui sont un peu sur la tangente. Donc 16 février, c'est encore tout à fait possible. Si vous inscrivez à 2, 3 yeux maximum, plus ça va peut-être être compliqué. Mais au moins 2 à 3 yeux maximum pour rattraper le retard, c'est jouable. Encore une fois, ça demande du travail, évidemment. C'est pas 5 minutes comme ça, mais ça se fait. Donc je vous dis en tout cas peut-être à très bientôt, peut-être à ce samedi, peut-être à d'autres samedis. Même si vous ne passez pas par ProConta, je vous souhaite évidemment bon courage pour cet examen qui vaut le coup d'être passé. Et puis bah, écoutez, je croise les doigts pour vous. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis peut-être à très bientôt.